Buenas tardes. Donc, ma communication va porter sur un type d'évolution urbaine, les grands ensembles. Et le temps qui m'était imparti, en fait, m'a fait rétrécir un peu le sujet, puisque je devais parler des grands ensembles de Toulouse. Et là, j'ai choisi de vous parler plus particulièrement du Mirail, le cas de Toulouse-le Mirail, qui est un cas à part entière. Avant cela, en fait, je vais essayer de présenter le contexte national dans lequel ont été créés ces grands ensembles et essayer de définir également ce que sont les grands ensembles. Donc, historiquement, ce terme est employé pour la première fois en 1935 par un urbaniste qui qualifiait la cité de la Muette à Drancy, près de Paris. En fait, il s'agissait d'un des premiers projets de ce type en France, avec un plan masse. Voilà. Avec un plan masse composé de 5 tours de 15 étages, comme on peut le voir là sur la diapo. Et ces tours étaient associées à des bars disposés en peigne. L'ensemble a accueilli à peu près 1200 logements collectifs. Alors, en parallèle, j'ai mis au niveau du PowerPoint, donc j'ai mis une photo des HBM du Grand Rond qui a été construit à Toulouse. Ces HBM, c'est habitation bon marché, c'est logement locatif. Donc ces HBM étaient considérés comme novateurs, mais étaient loin donc d'atteindre la modernité de la cité de la Muette à Paris. On peut comprendre aussi l'impact qu'a pu avoir une telle réalisation, traditionnellement considérée comme le premier grand ensemble en France. Sous la plume de l'auteur, le terme de grands ensembles n'est pas du tout péjoratif. Et au contraire, en fait, il loue ce nouvel urbanisme qui est censé régénérer la banlieue et mettre fin, en fait, à l'urbanisme pavillonnaire qui défigurait les villes françaises. Donc, cette expression s'est imposée peu à peu après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, et a regroupé, au fur et à mesure, en fait, sous ce nom, des réalisations qui étaient très différentes au départ et qui étaient appelées soit cité satellite, soit unité de voisinage ou habitat à loyer modéré. Donc, grand ensemble a pris un terme et enfin un sens assez générique et on peut distinguer ce type d'urbanisme par plusieurs critères. Tout d'abord, une implantation urbaine en rupture avec le bâti ancien. Dans ce type d'urbanisation, on n'a plus les îlots formés par un bâti dense, mais on se retrouve plutôt avec des édifices isolés et dispersés sur un territoire. On les reconnaît aussi par une forme architecturale très identifiable, qui se résume souvent à des tours et à des bars. Ce sont également des opérations de grande envergure, avec souvent plus de 1000 logements et pouvant atteindre jusqu'à 10 000 logements pour les plus grandes opérations. C'est également la période en fait, où on voit apparaître des nouveaux procédés de construction. C'est le moment où on arrête de bâtir de façon traditionnelle, on n'emploie plus ni la brique ni la pierre, mais c'est la période du tout béton, en fait, avec l'industrialisation lourde du bâtiment. Et pour finir, en fait, un grand ensemble sous-entend aussi un type de financement précis, c'est-à-dire un financement majoritairement public dans le cadre de procédures du logement social. Je crois aussi qu'il est bon de rappeler rapidement en fait, le contexte dans lequel éclosent et se multiplient les grands ensembles en France au début donc, des années 50. Donc la Seconde Guerre mondiale est terminée, donc les temps difficiles de l'après-guerre s'éloignent, l'industrie a redémarré,
La croissance économique atteint des records et la reconstruction du pays est bien avancée. Néanmoins, en fait, la construction de logements reste une priorité pour le gouvernement français, car à cette époque encore, 1/5 de la population n'a toujours pas l'eau courante, 10% vit encore dans des taudis ou des logements surpeuplés, et des bidonvilles sont toujours visibles à l'entrée des grandes villes. Concernant Toulouse, c'est à ce moment-là que le dernier bidonville en fait, de Toulouse disparaît, au lieu-dit de Bordelongue. Et il disparaît évidemment au profit d'un grand ensemble, une cité nouvelle, qui devient donc grand ensemble. Alors, l'État est le principal initiateur et promoteur de cette politique urbaine. Et c'est entre les années 1957 et 1958 que l'État rédige les principaux décrets facilitant la création de ce type d'opération immobilière. Et pour surtout construire vite, il pousse à l'industrialisation des techniques du bâtiment et à la standardisation des modèles architecturaux. C'est également une période où la population retrouvait le plaisir de la vie et apprend l'art de la consommation. En fait, c'est une époque où on voit apparaître le réfrigérateur, la machine à laver, la télévision, l'automobile, et qui sont les signes d'une amélioration de la qualité de vie des ménages. Et l'avenir, en fait, pour tout le monde, semble indissociable des avancées technologiques. Et c'est cette pensée, en fait, que l'on retrouve au niveau du logement. On retrouve cet espoir dans les nouvelles formes urbaines des grands ensembles, qui sont synonymes de progrès. À cette époque, en fait, la ville traditionnelle, avec son bâti enchevêtré et ses ruelles étroites, est perçue comme encombrée, bruyante et polluée. Et cette vision très sombre de la ville nous ramène en fait à 100 ans en arrière, au moment des grandes percées haussmanniennes. Et c'est celle qui est développée dans les films réalisés par le ministère de la Construction. Et en contrepartie, en fait, les grands ensembles dans ces films sont présentés comme une solution aux maux engendrés par la ville ancienne. Ils sont présentés comme des lieux lumineux, aérés, dans lesquels il fait bon vivre en famille. Et ces grands ensembles, ils sont très plébiscités par les premiers habitants, dont beaucoup découvrent dans ces grands ensembles le luxe d'avoir l'eau courante, une salle de bain, des chambres indépendantes, une cuisine aménagée, et au pied des immeubles, des espaces verts et des équipements nécessaires à la vie urbaine. Durant une vingtaine d'années, entre 1953, en fait, c'est la date où est lancée la première opération par l'État français qui s'appelle secteur industrialisé, donc pour construire vite et en très grande quantité. Et 1973, qui est la date de ce qu'on appelle la circulaire Guichard, qui met fin à ce type d'urbanisme. En fait, durant cette période, la France a construit plus de 300 grands ensembles répartis sur l'ensemble de son territoire, soit environ 1 200 000 logements composés à 75% d'HLM. HLM, c'est habitation à loyer modéré. Bon, venons-en à Toulouse. Toulouse est à sa mesure en fait un exemple particulièrement représentatif de cette époque. Au début des années 60, c'est une ville d'environ 300 000 personnes et qui possède un territoire équivalent à celui de Paris, dont la moitié, comme l'a expliqué Pierre hier, est toutefois un peu urbanisée, c'est-à-dire classée majoritairement en zone rurale, enfin pour en grande partie.